regardez Média TV Afrique. Je suis ravie de vous retrouver chaque semaine pour vous présenter votre émission rétrospective, la Semaine africaine, l'essentiel de l'actualité africaine de la semaine. Au Maroc, le Parlement a établi la souveraineté sur les eaux du Sahara après plus de 2 ans d'attente. Et c'est donc ce lundi, dans la soirée, que la Commission des Affaires étrangères à la Chambre des représentants a approuvé à l'unanimité 2 projets de loi. Désormais, fini le flou juridique autour des espaces maritimes du sud marocain. Les détails avec Soued Jalil. Le Maroc reconfigure ses espaces maritimes. Réunie hier, la commission parlementaire de la Chambre des représentants a adopté 2 projets de loi relatifs au domaine maritime du Royaume. Adoptés à l'unanimité, ces textes hautement stratégiques devraient permettre au Royaume de mieux asseoir sa souveraineté sur ses territoires et d'intégrer l'espace maritime faisant face aux côtes du Sahara marocain dans l'arsenal juridique national. La commission parlementaire de la Chambre des représentants a adopté 2 projets de loi historiques relatifs à la délimitation des eaux régionales nationales. Ils visent notamment la délimitation des lignes de base au large de la mer territoriale du Maroc, du plateau continental et de la zone économique exclusive. Nous avons adopté après examen et concertation 2 projets de loi relatifs à la délimitation des frontières maritimes du Maroc. C'est une actualisation juridique nécessaire et conforme aux droits de la mer de l'ONU. De ce fait, cette adoption est vraiment un moment historique car il parachève la souveraineté nationale sur ces espaces terrestres, maritimes et bientôt aériens. Concrètement, et si l'espace terrestre du Sahara était intégré dans le corpus juridique national, l'espace maritime, lui, était resté jusqu'ici en décalage. À cet effet, les 2 initiatives législatives gouvernementales permettront donc au Maroc, à travers l'usage de nouvelles technologies, de procéder aux opérations techniques relatives à la délimitation des lignes de base au large de la mer territoriale du Maroc, de la zone économique exclusive et du plateau continental, des données aptes à délimiter les eaux territoriales nationales de manière plus précise et plus conforme aux dispositions du droit international de la mer de l'ONU. À noter également que ces 2 projets de loi établissent les lignes de base ainsi que le plateau continental des fonds marins, reliant le Maroc à l'Espagne, au Portugal et à la Mauritanie. La première réunion de la commission spéciale du modèle de développement a été tenue aujourd'hui à Rabat. C'était la semaine dernière plutôt. Elle a été présidée par Chakib Ben Moussa, désigné par le roi Mohamed VI le 19 novembre dernier. Les membres de la commission ont souligné les enjeux importants qui attendent cette instance. C'est un reportage de Marwa Ben Alima avec le récit de Myriam Hemdechi. La première réunion des membres de la commission spéciale sur le modèle de développement met l'accent sur la grande responsabilité et les enjeux importants qui attendent cette instance. Les membres de la commission devront faire un diagnostic précis et objectif de la situation actuelle, ainsi que l'état des lieux au vu des réalisations du royaume, des réformes engagées, des attentes des citoyens, du contexte international actuel et de ses évolutions à venir, en vue d'observer les dysfonctionnements à corriger de manière à renforcer les acquis et à tracer les contours du nouveau modèle de développement. J'estime que la commission spéciale chargée du modèle de développement n'est qu'un mécanisme, entre autres, c'est l'ensemble de plusieurs idées, de plusieurs attentes et de plusieurs projets d'un nombre considérable d'acteurs. Une commission composée de 35 membres, des membres issus de différents parcours académiques et professionnels, mais tous ont une importante connaissance de la société marocaine et des questions culturelles, environnementales, politiques, économiques et sociales. Nous avons une bonne moitié des personnes qui viennent du monde académique, du monde de la recherche, du monde de la science, qui ont des compétences très pointues sur leurs domaines respectifs, qui vont nous apporter une extraordinaire diversité et capacité. Tout au long de ses travaux, la Commission œuvrera dans le contexte d'une approche participative et inclusive. Elle devra d'ici l'été prochain soumettre au roi Mohamed VI les grandes inflexions souhaitables et les initiatives concrètes à adapter au modèle de développement.
La troisième session du Conseil supérieur de la Fondation Mohamed VI des oulémas africains s'est tenue cette semaine à Fès. 357 oulémas issus de 32 pays africains se sont penchés sur les objectifs de la Fondation tels que stipulés dans le Dahir l'instituant. Le Maroc veut servir de modèle pour l'Afrique, appelant les oulémas à œuvrer pour la défense des valeurs de l'islam et des constantes religieuses. Les détails avec Myriam Hemlichi. Au total, ils sont 357 participants, originaires de 32 pays africains, à s'être réunis à Fès pour cet événement. L'objectif, fédérer les partenaires du Maroc autour des valeurs de l'islam, des valeurs d'ouverture et de tolérance. Actuellement, les femmes alimates musulmanes, elles sont vraiment mises en évidence, étant donné qu'elles participent à des conférences. Elles-mêmes, elles dirigent des conférences, pas seulement dans le cadre religieux, mais aussi dans le cadre social et intellectuel également. Lors de cette session, 4 commissions ont été mobilisées, celle des activités scientifiques et culturelles, celle des études de la charia, celle chargée de la revitalisation du patrimoine islamique africain et la commission de la coopération et du partenariat. Une session qui prévoit également de finaliser le plan d'action de la Fondation Mohamed VI pour 2020 et d'élaborer un guide de bonnes pratiques dédié aux oulémas africains. L'islam d'origine, ou l'islam proprement dit, prôné par Sa Majesté, je pense que c'est cet islam-là, c'est cette religion-là, c'est cette union-là que le roi lui-même avait voulu que ce soit une union, non seulement union de philosophie, mais c'est une union de foi, une union de l'Afrique, une union de peuples, une union des pays. Voilà, nous sommes arrivés maintenant à cette phase et nous sommes très contents. La troisième session du Conseil supérieur de la Fondation Mohamed VI des oulémas africains a permis de prendre acte des idées avancées par les membres des 4 commissions présentes, des membres qui prendront part au programme futur de la Fondation. On reste au Maroc où un vibrant hommage a été rendu en début de semaine à Rabat à des personnalités éminentes de la scène marocaine et africaine des droits de l'homme à l'occasion du 71e anniversaire de l'adoption de la Déclaration universelle des droits de l'homme. 4 personnalités au parcours rare ont été distinguées, initiées par le ministère de l'État chargé des droits de l'homme et des relations avec le Parlement en partenariat avec le Conseil national des droits de l'homme. La cérémonie a récompensé l'écrivaine et sociologue marocaine Aïcha Belarbi, la législatrice financière malienne Khadija Sangaré Koulibaly, l'enseignant-chercheur dans le domaine des droits de l'homme Mohamed Benani, ainsi que l'avocate des droits de l'homme Aziza Laroussi. À travers cette initiative, le gouvernement et le CNDH visent à mettre en exergue les valeurs de la Déclaration universelle des droits de l'homme et faire le point sur le bilan des réalisations en matière de droits de l'homme. Je vous propose maintenant d'écouter une des personnalités distinguées à cette occasion, Khadija Sangaré Koulibaly. La cérémonie d'aujourd'hui est une cérémonie pour nous rendre hommage en raison de notre engagement pour la promotion et la protection des droits de l'homme. Je suis très honoré, très touché, à tel enseigne que les mots me manquent quand même pour exprimer toute ma reconnaissance et ma joie pour cet hommage-là. Je voudrais profiter de vos micros pour remercier très sincèrement le ministère en charge des droits de l'homme et le Conseil national des droits de l'homme du Maroc qui a bien voulu me rendre cet hommage. Et puis en Algérie, Abdelmajid Tebboune est entré en fonction. Il a prêté serment lors d'une cérémonie solennelle près d'Alger. Il a, conformément à la Constitution, juré de défendre la Constitution et de veiller à la continuité de l'État, conformément aux usages. Le Premier ministre Noureddine Bedoui, nommé en mars par Abdelaziz Bouteflika, a présenté sa démission au nouveau président qui a chargé le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, d'assurer l'intérim. On écoute Faisal Metoui.
Le 8e président de la République, Majid Tebboune, aujourd'hui a fait un discours effectivement où il a demandé à tourner, comme il a déclaré, la page des divergences et des divisions et a appelé à un dialogue sérieux avec les représentants du mouvement de contestation, le Hirak, qu'il a qualifié de Hirak Moubarak, c'est-à-dire béni, en appelant aussi à une révision constitutionnelle des prochaines semaines de son investiture, une constitution qui va un peu consacrer la séparation du pouvoir, mais également limiter les pouvoirs du président, puisque l'une des revendications de l'opposition, celle qui a appelé notamment une période de transition, est que la constitution adoptée à l'époque de Abdelaziz Bouteflika, qui était absent aujourd'hui à l'investiture, donc à son époque, a donné beaucoup de pouvoir au président. Et le nouveau chef d'État aussi a appelé à supprimer le titre de Farhama, c'est-à-dire excellence pour le président, en disant qu'on peut se contenter de Monsieur le Président, parce que cela a été critiqué également dans la rue par les Algériens qui manifestent depuis le 22 février. Il a appelé aussi à donner plus de pouvoir aux assemblées élues à travers la révision de la loi électorale. Et aussi, il a donné des gages aux hommes d'affaires qui contribuent réellement à l'économie nationale, comme il a déclaré, pour être soutenu par l'État. Il a aussi déclaré que l'État va soutenir les médias, va aussi soutenir les jeunes qui veulent se présenter en politique, en promettant que l'État lui-même donc, va financer leur campagne électorale. Il a beaucoup insisté sur la question de la lutte contre la corruption, en appelant à séparer définitivement l'argent sale de la politique à travers notamment la révision des lois. Direction la Libye où le maréchal Khalifa Haftar, qui a tenté depuis des mois de s'emparer de la capitale, a annoncé une nouvelle bataille décisive, appelant ses troupes à avancer vers le centre de Tripoli. Un appel qui ne semble pas avoir eu beaucoup d'écho auprès du gouvernement d'union nationale qui vient d'annoncer la réouverture de l'aéroport international de Tripoli. Younes Bentineb pour plus de détails. À toutes les unités déployées en périphérie de la capitale, leur zéro a sonné pour l'assaut large et total attendu par tout Libyen libre et honnête. C'est la toute dernière sortie du maréchal Khalifa Haftar contre le régime de Tripoli. Lors d'un discours télévisé adressé à la nation, l'homme fort de l'Est libyen déclare le début d'une bataille cruciale pour libérer la Libye. Aujourd'hui, nous annonçons le début d'une bataille décisive et une avancée vers le centre de la capitale pour sa libération. Grâce à notre armée, nous libérons la Libye des griffes de la terreur et des traîtres. La victoire sera inévitablement à nous. Khalifa Haftar a souvent annoncé des actions militaires décisives au cours des derniers mois. En juillet dernier, il avait notamment promis une victoire imminente, sans toutefois que ces promesses se traduisent par une percée sur le terrain. La réponse du gouvernement d'union nationale n'a pas tardé. Pour le Premier ministre, la situation est sous contrôle. Chers libres citoyens, ne croyez pas aux mensonges, aux rumeurs et aux paroles des trompeurs. Il n'y a pas d'heure zéro, Tripoli et ses périphéries sont bien sous contrôle. En guise d'illustration à cette réponse, le gouvernement a annoncé la réouverture à Meïtiga du seul aéroport opérationnel de la capitale. L'aéroport avait été touché à plusieurs reprises par des bombardements au milieu des affrontements, forçant les autorités à le fermer il y a 2 mois. Depuis le mois d'avril, les combats entre les troupes de Haftar et celles du gouvernement ont fait plus de 1000 morts et plus de 140 000 déplacés, selon l'ONU. En Guinée-Bissau, le second tour de la présidentielle est prévu le 29 décembre courant. Pour le président de la Commission nationale électorale, toutes les conditions sont réunies pour permettre à plus de 760 000 électeurs de retourner aux urnes. Les Bissau-Guinéens devront choisir entre Umaro Sissoko Embalo, candidat de l'opposition soutenu par Madem G15 plutôt, et Domingo Simoes Pereira, candidat du PAIGC, parti au pouvoir. Le dialogue national inclusif a été lancé cette semaine au Mali. Il est question durant toute la semaine de débattre de la crise que traverse le pays pour trouver une solution commune. La cérémonie d'ouverture a été présidée par le chef de l'État Ibrahim Boubacar Keïta, suivant le reportage de notre correspondant sur place, Mohamed Danyoko.
Le Mali, dans sa diversité, s'est retrouvé pour enclencher le dialogue national inclusif. Un dialogue qui devra permettre de débattre sans tabou des problèmes qui assaillent le pays depuis 2012 afin de faire des recommandations en vue de trouver définitivement la solution. Le Mali a mal. Le Mali a mal, mais ce sont les Maliens qui peuvent soigner le Mali. Ce sont les Maliens qui ont fait le diagnostic et qui aujourd'hui doivent apporter les réponses appropriées. Je crois que le dialogue national est une occasion inouïe pour nous de nous retrouver, de nous réconcilier et d'envisager l'avenir ensemble. 605 communes, 57 cercles, 10 régions, 20 ambassades et consulats et les 6 communes du district de Bamako ont contribué à l'élaboration de la feuille de route qui fera l'objet de débats pendant les 10 jours que vont durer les travaux. La coordination des mouvements de l'Azawad, groupe armé signataire de l'accord de paix, qui avait annoncé qu'il ne prendrait pas part au dialogue, a finalement revu sa décision. Le dialogue national, c'est un lieu de concertation et de recommandation. Et à la suite de discussion avec le gouvernement récemment, on a convenu sur ces principes, que nous participerons à condition que le dialogue va aborder toutes les questions. Le chef de l'État s'est réjoui de la présence du Mali pluriel à ce dialogue qui, il espère, va contribuer à souder le peuple et non à le diviser. Je me réjouis de la mosaïque ici recréée pour que les uns et les autres échangent, pour que les uns puissent changer les autres et que tous conviennent que la diversité est notre plus grande richesse et l'unité notre plus grand intérêt. Si l'opposition politique a brillé par son absence à la cérémonie d'ouverture, les différents acteurs espèrent qu'elle prendra le train du dialogue en marche avant le 22 décembre, date de la clôture des travaux. Réunis en sommet extraordinaire à Niamey, les chefs d'État du G5 Sahel ont demandé davantage de coopération mutuelle et internationale pour endiguer le péril terroriste qui frappe de plus en plus violemment le pays. Le président burkinabé Roch-Marc Christian Kaboré, dont le pays assure la présidence du G5 Sahel, a fait observer une minute de silence à la mémoire des victimes des attaques terroristes au Sahel. Jean-Djibril William nous en dit plus. Initialement prévu au Burkina Faso, c'est finalement à Niamey que s'est tenu ce dimanche le sommet extraordinaire des chefs d'État du G5 Sahel. Roch Christian Kaboré, Idriss Déby Itno, Ibrahim Boubacar Keïta ainsi que Mohamed Ahmed El Ghazouani ont tout d'abord tenu à rendre hommage aux 71 soldats nigériens tombés mardi dernier suite à une attaque terroriste. Une tragédie qui, selon les chefs d'État, ne devrait toutefois nullement saper les efforts entrepris par les États membres, bien au contraire. C'est le moment pour nous de réitérer notre engagement à combattre par tous les moyens ce fléau et de lancer un appel à la mobilisation générale de nos énergies ainsi que celle de la communauté internationale. Il est plus que nécessaire que nous œuvrions rapidement à la pleine capacité de notre force conjointe. Il reste entendu que le soutien de l'ensemble des États de la région ainsi que de l'ensemble de la communauté internationale sera déterminant pour l'aboutissement de notre combat. Les appels à une plus grande implication de la communauté internationale se sont ainsi multipliés au fil des échanges. Pour le président nigérien Mahamadou Issoufou, il incombe aujourd'hui pour les États de prendre leurs responsabilités dans une guerre désormais planétaire. Nous souhaitons que la communauté internationale soit plus solidaire, cesse de détourner son regard du Sahel, surtout qu'elle a une responsabilité dans l'aggravation des menaces auxquelles nous faisons face. Responsabilité parce que c'est elle qui a pris la décision d'intervenir en Libye. Et c'est cette crise libyenne, ce chaos libyen, aujourd'hui qui amplifie toutes les menaces qui pèsent sur nos États. Les 5 chefs d'État réunis ont réitéré leur appel à soutenir le programme d'intervention prioritaire du G5 Sahel. A noter que l'UEMOA a décidé d'allouer une aide de 100 millions de dollars à 3 de ses pays membres. La deuxième partie de cette édition est consacrée à nos émissions phares de la semaine diffusées sur nos antennes.
Le VIH-Sida, la maladie qui sévit l'Afrique et ses environs, selon le Conseil national de lutte contre le sida, le taux de prévalence du VIH a baissé au Sénégal. Il est passé de 0,7% à 0,5%. Et justement, le professeur Chertiya Ndour, médecin colonel-chef de la division de lutte contre le sida, explique cela. Il était l'un des invités de Sirmi Boukaka dans Talk Afrique. Au Sénégal, s'il n'y avait pas d'engagement politique, on n'en serait pas là. Rappelez quand même que c'est le premier pays à avoir mis en place une initiative gouvernementale d'accès aux antirétroviraux. Les ARV, les molécules étaient gratuites au Sénégal alors que ça ne l'était pas ailleurs. Donc pour dire qu'il y a un engagement politique qui est réel et concret sur le terrain. Le problème, c'est que quand on vise des objectifs très ambitieux qu'on n'a pas encore atteints, on peut toujours dire qu'on peut mieux faire. Je crois qu'on est en train de voir comment susciter surtout la mobilisation de financement domestique. Je crois que c'est surtout l'autre initiative innovante qu'il faut vraiment susciter dans la réflexion, aussi bien des communautaires que des politiques. Et pour en revenir, oui, allez-y. Pour en revenir à la prévalence, comme vous l'avez dit, on est à 0,5%. Et donc c'est une prévalence qui est basse, au-dessus de 1% depuis plus de 15 ans. Ça veut dire que vraiment une épidémie maîtrisée, mais qui est concentrée. Vraiment la prévalence est basse au niveau de la population générale, mais quand on donne la prévalence au niveau des groupes clés, comme il a dit, c'est vraiment extrêmement élevé au niveau des professionnels du sexe, au niveau des hommes qui ont des rapports sexuels avec d'autres hommes, mais aussi au niveau des utilisateurs de drogue par voie injectable. Et il y a beaucoup d'initiatives, surtout communautaires aussi, pour cibler ces populations. La 8e édition du Africa Students and Youth Summit, le sommet des étudiants et jeunes d'Afrique, se tient du 20 au 23 décembre à Rabat. Invité sur le plateau de Média 1 TV, l'ambassadeur directeur général de l'Agence marocaine de coopération internationale nous parle du programme de cet événement et qui est le plus grand rassemblement estudiantin du continent. Regardez. Le programme s'inscrit dans les défis que vit l'Afrique aujourd'hui, puisqu'il place la jeunesse au cœur de la thématique, puisque celle qui a été retenue par cette association, ce groupement d'associations pour cette édition, est l'avenir de l'Afrique, défis et perspectives de la jeunesse. Et donc, comme on le sait, l'Afrique est le continent le plus jeune aujourd'hui, 600 millions de jeunes. C'est la première fois dans l'histoire qu'il y a autant de jeunes sur le continent africain. C'est la première fois aussi dans l'histoire qu'il y a 1,8 milliard de jeunes qui ont entre 10 et 24 ans à l'échelle mondiale. Et donc cet événement va permettre à cette jeunesse africaine de débattre avec des académiciens, des professeurs, des leaders internationaux, notamment sur les défis et quelles seraient les solutions globales et locales qui pourraient y répondre. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de la Semaine africaine. Excellente suite des programmes sur Média 1 TV Afrique.